Dans la salle d'archives obscure du Louvre, ce soir-là à 23h45, le dossier daté de 1943 que je tenais entre mes mains allait changer ma vie à jamais. Car dans ce dossier se trouvait la photographie d'un tableau Monet que mon grand-père aurait volé il y a 80 ans. Et ce même tableau, exactement les mêmes coups de pinceau, les mêmes nymphéas, les mêmes tons bleu-vert, était accroché en ce moment même au mur de mon salon. Mes mains tremblaient, mon souffle s'est coupé, le monde s'est arrêté un instant. Bonjour, je suis Madeleine Dubois, j'ai 68 ans et je suis ici pour vous raconter une histoire vraie qui s'est passée à Paris, une histoire qui ressemble à un film, mais dont chaque seconde est documentée dans les archives judiciaires, chaque document conservé aux archives nationales. Ce soir-là, j'étais tellement choquée, tellement effrayée. Comment une telle chose était-elle possible ? Ma famille, mon cher grand-père, un voleur ? Je suis conservatrice de musée à la retraite. Pendant 35 ans, j'ai travaillé au musée d'Orsay dans le département des arts impressionnistes. J'ai recherché l'histoire de milliers de tableaux, identifié des centaines de faux en un seul coup d'œil, servi d'expert dans des affaires de fraude artistique, témoigné devant les tribunaux. J'ai étudié et enseigné Monet, Renoir, Degas. Mais maintenant, à 68 ans, 3 ans après ma retraite, je réalise que parfois les plus grands secrets sont cachés sur les murs de votre propre maison, dans l'histoire de votre propre famille. Et parfois la vérité détruit tout ce que vous savez. Cette histoire est celle d'un héritage familial, mais c'est aussi une histoire de fraude artistique, une histoire d'accusation historique, le pillage nazi, les victimes de l'Holocauste, les œuvres perdues, et finalement l'histoire du triomphe de la conscience, de la vérité. Maintenant, avant de commencer l'histoire, j'ai une petite demande. Si vous aimez cette vidéo, j'en serais très heureuse, car cette histoire peut servir de leçon à tous, particulièrement à ceux qui possèdent des objets de valeur, des tableaux hérités, des antiquités, des collections dans leur famille. Surtout pour les plus de 50 ans qui possèdent des œuvres d'art, des bijoux précieux, un patrimoine familial, s'il vous plaît, partagez cette histoire avec nos téléspectateurs, car le passé peut toujours nous rattraper et des vérités que nous ignorons peuvent bouleverser nos vies. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de Madeleine, car je continuerai à raconter des histoires vraies, des vérités bouleversantes. Et dans les commentaires, écrivez-moi votre âge, d'où vous venez et l'histoire de l'objet le plus précieux dans votre maison. D'où vient-il ? Qui vous l'a donné ? Que signifie-t-il ? Car savoir combien de personnes cette histoire touche, combien de familles elle aide, me motive et me donne la force de continuer sur cette voie. L'histoire commence en mars 2024, un soir gris et pluvieux à Paris. J'ai 67 ans, dans ma maison en pierre de 3 étages, dans le quartier du Marais, ce quartier aux ruelles étroites, médiévales, sur le canapé du salon, face à la cheminée, regardant le tableau Monet hérité de mon grand-père accroché au mur, quand le téléphone sonne. C'est mon ancienne collègue Sylvie Marchand, quelqu'un que je connais depuis 40 ans, avec qui j'ai préparé d'innombrables expositions, en qui j'ai confiance, presque comme une sœur. Mais ce soir-là, sa voix tremblait. Je ne l'avais jamais entendue ainsi. « Madeleine, dit-elle, et il y avait un bruissement de papier en arrière-plan. Je dois te convoquer au musée demain. C'est très, très important. J'ai trouvé quelque chose dans les archives, concernant ta famille. » Mon cœur s'est mis à battre follement dans ma poitrine. « Qu'as-tu trouvé, Sylvie ? S'il te plaît, dis-moi. » Je ne peux pas le dire au téléphone. Ici, ce n'est pas sûr. Demain à 14h, dans la salle d'archives. Et s'il te plaît, Madeleine, apporte des photos nettes de ce tableau Monet, les nymphéas. De face, de dos, la signature, sous tous les angles. Sylvie, tu me fais peur. Que se passe-t-il ? Un long silence. Puis, presque dans un murmure, Madeleine, je suis vraiment désolée, mais tu comprendras demain. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient, mes paumes étaient moites. De quel tableau Monet parlait-elle ? Celui accroché chez moi ? Celui que mon grand-père Henri Dubois m'a légué à sa mort en 1960 ? Le tableau Nymphéra à Giverny ? Celui dont me parlait mon papy, qui, quand j'avais 7 ans, me prenait dans ses bras devant le tableau en disant « Tu es ma petite fille spéciale, Madeleine, ce tableau sera à toi un jour. » Ce tableau était mon bien le plus précieux, pas seulement pour sa valeur matérielle, son assurance était de 2 millions d'euros, une fortune, mais pour sa valeur sentimentale. Le souvenir de mon grand-père, le symbole des plus beaux souvenirs de mon enfance, l'honneur de notre famille, notre fierté. Chaque matin au petit déjeuner, je le regardais.
Chaque soir, avant de dormir, je disais « Bonne nuit, Nymphéa ». Quand j'ai épousé Pierre, nous avions dansé devant lui. Quand mes enfants sont nés, je les ai pris dans mes bras devant le tableau. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Jusqu'au matin, j'ai regardé le tableau. 80 par 60 cm. Magnifique ton bleu-vert. Ces reflets magiques de la surface de l'eau. L'élégance des nymphéas roses et blancs. Les coups de pinceau incomparables de Monet. Au dos, une note de la main tremblante de mon grand-père. Ma chère Madeleine, ce tableau est le cœur de notre famille, son âme. Protège-le, aime-le, apprécie sa valeur. Grand-père, Henri, décembre 1960. À 5 heures du matin, j'ai rêvé de mon grand-père. Il me regardait avec colère. « Madeleine, tu ne me fais pas confiance. Tu m'accuses, disait-il. Quand je me suis réveillée, mon oreiller était trempé de mes larmes, ma gorge nouée. Le lendemain, à 13h30, je suis arrivée au musée d'Orsay. Ce magnifique bâtiment Beaux-Arts, au bord de la Seine, transformé d'une ancienne gare. Combien d'années avais-je travaillé là? 35 ans. Combien d'expositions avais-je organisées? Combien de visites guidées? Combien d'étudiants formés? Chaque coin était familier. Chaque marche d'escalier. Mais ce jour-là, en entrant, j'ai eu l'impression d'entrer dans un lieu étranger. Quelque chose pesait sur mon estomac. Je ne pouvais pas respirer. Sylvie m'attendait dans la salle d'archives. Sous-sol B2, couloir sombre, odeur de vieux papier. Dans la 70, cheveux gris, lunettes, assise à son bureau habituel désordonné. Mon ancienne amie. Mais il y avait une telle expression sur son visage, peur, inquiétude, profonde tristesse. Ses yeux étaient tout rouges, elle avait manifestement pleuré. « Madeleine, dit-elle. » Sa voix se brisa. « Assieds-toi, s'il te plaît. Assieds-toi parce que ce sera très difficile. » Je me suis assise. Mes jambes tremblaient. Un vieux dossier était posé sur la table. Épais, usé, bord déchiré. Sur la couverture était écrit à l'encre rouge « Enquête sur le pillage nazi, 1943-1945. Confidentiel. Accès interdit. » Je suis restée figée. « Sylvie, qu'est-ce que c'est? Le pillage nazi? Quel est mon lien avec ça ?» Sylvie prit une profonde inspiration. Elle joignit ses mains, me regarda. « Madeleine, la semaine dernière, nous travaillions sur un projet de numérisation de vieux dossiers confidentiels de la Seconde Guerre mondiale. Il y a des milliers de dossiers, la plupart jamais ouverts, jamais lus. Et j'ai trouvé ce dossier. Je l'ai ouvert, j'ai feuilleté les pages et j'ai vu un nom. Le nom de ton grand-père, Henri Dubois. » Un instant, je suis restée figée. Le monde s'est arrêté. Mon grand-père, Henri Dubois? Quel est le lien avec le pillage nazi? Était-il une victime ou... Je ne pouvais pas finir la phrase. Les mots ne sortaient pas. Sylvie ouvrit le dossier, lentement, avec précaution. À l'intérieur, de vieux papiers jaunis, des photos en noir et blanc, des rapports manuscrits, l'encre décolorée, les bords cassés et une photo. Elle me l'attendit. Quand je l'ai prise dans mes mains, mon cœur s'est arrêté. Cette photo, exactement le même tableau comme celui de mon salon, identique. Nymphéa à Giverny, même taille, même cadre, ce cadre doré de style baroque. C'est, dis-je, ma voix était un murmure. C'est notre tableau? Comment? Oui, Madeleine, mais cette photo date de 1943, il y a 81 ans, et selon ce qui est écrit dans le rapport, Sylvie s'arrêta, ses yeux se remplirent de larmes. Madeleine, je suis désolée, mais tu dois lire. J'ai pris le rapport, en français, avec l'ancienne orthographe, jaunie. J'ai commencé à lire. 22 septembre 1943, Paris, 16e arrondissement, rue de Passy, numéro 47, résidence, famille Rosenberg. Occupant, Isaac Rosenberg, 42 ans, épouse Rachel Rosenberg, 38 ans, fille Sarah, 8 ans, fils David, 12 ans. Statut, famille juive, déportée. Biens confisqués par les autorités allemandes. Liste des œuvres d'art saisies, longue liste. Article 23, Claude Monet, Nymphéa à Giverny, huile sur toile,
80 sur 60 cm, circa 1908, statue, volée, disparue. Le monde s'est arrêté un instant, puis s'est effondré sur moi. Je ne pouvais pas respirer. Mais c'est impossible! Mon grand-père a acheté ce tableau légalement. C'était un collectionneur d'art, un homme respectable, directeur de musée, membre estimé de la communauté artistique parisienne. Il ne pouvait pas être un voleur. Sylvie montra un autre document. Ses mains tremblaient. « Madeleine, regarde, 1944, août, juste après la libération de Paris, le gouvernement provisoire français a lancé une enquête sur le pillage nazi. Des milliers d'œuvres ont été enregistrées. On a demandé aux musées, aux collectionneurs, qu'avez-vous acheté pendant la guerre? Et sur cette liste, le nom de ton tableau apparaît aussi. Mais avec une note, œuvre introuvable, perdue, probablement détruite ou emmenée en Allemagne. Donc, Madeleine, ce tableau figure officiellement comme perdu dans les registres depuis 80 ans. Le monde l'a cherché sans le trouver. La famille Rosenberg l'a cherché. Les organisations de restitution de l'Holocauste l'ont cherché. Mais toi, tu le gardes actuellement chez toi, sans le savoir. À cet instant, tout est devenu flou. Ma tête tournait, j'avais du mal à respirer, j'ai commencé à transpirer. Sylvie m'a immédiatement apporté de l'eau, j'ai bu, mais je ne pouvais pas avaler. Ma gorge était sèche. « Madeleine, dit-elle doucement, elle me prit la main, si ce tableau provient vraiment du pillage nazi et s'il y a des petits-enfants survivants de la famille Rosenberg, ils peuvent exiger sa restitution immédiate. Légalement, ils ont raison. Le droit international, les lois de restitution de l'Holocauste, tout est de leur côté. Mais mon grand-père était un homme bon, criai-je. Ma voix se grisa. Il me racontait des histoires, m'emmenait au parc, m'achetait des bonbons. Ce n'était pas un voleur. Je sais, Madeleine, je le connaissais aussi, je le respectais. Mais peut-être l'a-t-il acheté sans savoir. Après-guerre, c'était le chaos, il y avait un marché noir, des œuvres volées circulaient. Peut-être que le vendeur n'était pas le véritable propriétaire. Peut-être y avait-il de faux documents. C'est comme ça que fonctionnaient les œuvres pillées par les nazis. D'abord volées, puis vendues au marché noir après la guerre, achetées par des acheteurs innocents, sans question, sans recherche. Je me suis levée. Je ne pouvais pas rester là, je ne pouvais pas penser, je ne pouvais pas respirer. Que dois-je faire, Sylvie? Dis-moi, que dois-je faire? Tu dois faire des recherches, Madeleine. Tu dois découvrir comment, quand, de qui, à quel prix ton grand-père a acheté ce tableau. Peut-être y a-t-il des factures, des contrats de vente, des documents de provenance? Peut-être tout est-il légal, propre, et il n'y a pas lieu de s'inquiéter? Et si ce n'est pas le cas? Et si c'est vraiment volé? Sylvie me regarda. Il y avait une profonde tristesse dans ses yeux, mais aussi du respect. « Alors, Madeleine, tu devras faire ce qui est juste, car ce n'est pas seulement un tableau, c'est l'héritage volé d'une famille, de personnes innocentes, d'enfants. C'est peut-être le dernier souvenir, les dernières traces des victimes de l'Holocauste. » Ce jour-là, en sortant du musée, les rues de Paris me semblaient étrangères. Les rues familières, rue de Rivoli, Pont-Royal, les quais de Seine, les bâtiments connus, chaque coin familier, mais c'était comme si je les voyais pour la première fois. Tout était différent. Le monde était le même, mais moi j'avais changé. Ma tête était confuse, mon cœur brisé, mon âme ébranlée. En rentrant chez moi, je suis entrée dans mon salon. J'ai regardé le tableau. Nymphéa à Giverny. Ces magnifiques tons bleu-vert, ces reflets magiques de l'eau, l'élégance des fleurs roses et blancs, une œuvre de la plus belle période de Monet, 1908, de ces années heureuses dans son jardin de Giverny. Mais maintenant, en le regardant, je voyais autre chose. Je voyais une famille juive, Isaac, Rachel, la petite Sarah, le jeune David, expulsés de force de leur maison. Des soldats défoncent la porte, crient « Schnell, Schnell !» La petite Sarah pleure, sa mère la serre dans ses bras. David a peur, mais essaie de paraître courageux. Isaac regarde une dernière fois en arrière. Sa maison, ses tableaux, sa vie. Et ce tableau était peut-être accroché à leur mur, peut-être le regardait-il chaque matin au petit déjeuner. Le samedi soir, au dîner du Shabbat, les nymphéas brillaient peut-être à la lumière des bougies. Dans les moments de bonheur, les réunions de famille, les anniversaires. Peut-être le 8e anniversaire de Sarah, le gâteau, les cadeaux, les rires, et en arrière-plan, les nymphéas. Et puis, les nazis sont venus.
le 22 septembre 1943. Ils ont tout pris. Leurs tableaux, leurs meubles, leurs livres, leurs albums photos, leurs maisons, leur vie. J'ai trouvé leurs photos sur Internet. La famille Rosenberg. Isaac, avec des lunettes, souriant. Un homme élégant, l'air d'un universitaire. Rachel, mince, belle, au regard doux. Sarah, 8 ans, comme un ange, avec de grands yeux, les cheveux tressés. David, 12 ans, au regard sérieux, un enfant intelligent. Tous photographiés en 1942 devant leur maison à Paris. Ils semblaient heureux. Un jour d'été ensoleillé, dans leur jardin, souriant. 1 an plus tard, 3 d'entre eux seraient morts. Isaac, Rachel, Sarah. Auschwitz. Chambre à gaz. Seul David survivrait. 12 ans, seul, orphelin. Les larmes ont coulé de mes yeux. J'ai pleuré sans pouvoir me contrôler, en sanglotant. J'avais perdu mon mari Pierre il y a 3 ans, crise cardiaque, soudaine, inattendue. Il disait toujours « Madeleine, ce tableau est notre trésor, mais si nous apprenons un jour qu'il provient de la souffrance de quelqu'un d'autre, nous le rendrons, volontiers, parce que la vérité est plus importante que le trésor, parce que la conscience est plus importante que l'argent. » Pierre disait toujours « Madeleine, les belles choses sont éphémères, mais la vérité est éternelle. » Maintenant je comprenais ce qu'il voulait dire. Pierre, si seulement tu étais là, tu me dirais quoi faire, tu me tiendrais la main, tu dirais « Fais ce qui est juste, Madeleine. » Cette nuit-là, quand je suis restée seule, face à la cheminée, regardant la photo de Pierre, j'ai pris une décision. J'allais découvrir la vérité, j'allais rechercher comment, d'où, dans quelles circonstances mon grand-père avait acquis ce tableau. Je trouverai chaque document, chaque facture, chaque preuve. Et si c'était vraiment une œuvre pillée par les nazis, si c'était vraiment l'héritage volé de la famille Rosenberg, je ferai ce qui est juste. Quel qu'en soit le prix. Mais comment commencer? Comment retrouver les traces d'il y a 80 ans? Qui se souvenait de 1945? Le lendemain matin tôt, je me suis mise au travail. J'ai commencé à fouiller les vieux papiers de mon grand-père. Dans les malles du grenier, ce grenier poussiéreux rempli de toiles d'araignée, sombres, dans des boîtes, des enveloppes, des classeurs, partout. Pendant des jours, des semaines, j'ai cherché. Les mains sales, les vêtements poussiéreux, mais j'étais déterminée. J'ai trouvé de vieilles lettres, les lettres d'amour de ma grand-mère, la correspondance professionnelle de mon grand-père, des factures, meubles, vêtements, vin, des photos, des invitations, des billets de théâtre, les petits morceaux de la vie. Et finalement, dans une petite boîte en bois dans une vieille enveloppe, je l'ai trouvée. Mes mains ont tremblé en ouvrant l'enveloppe. Une facture datée de 1945, jaunie, coin déchiré, mais lisible. Galerie Moreau, 24 rue Bonaparte, Paris 6e, facture de vente, date 15 avril 1945, œuvre Claude Monet, Nymphéa à Giverny, huile sur toile, 80 sur 60 cm, acheteur, Monsieur Henri Dubois, conservateur musée Carnavalet, prix 50 000 francs, signature, Antoine Moreau, propriétaire. Avril, la guerre était finie, Paris était libéré. Et le vendeur, Galerie Moreau. Je n'avais jamais entendu parler de cette galerie. J'avais travaillé 35 ans dans le secteur muséal, je connaissais toutes les galeries de Paris, mais Galerie Moreau, non, je ne connaissais pas. J'ai commencé à faire des recherches. Registre de la Chambre de commerce de Paris, anciens annuaires téléphoniques, archives de journaux, bases de données numériques, j'ai regardé partout. Et j'ai appris que Galerie Moreau avait ouvert entre 1944 et 1947, de courte durée. Propriétaire, Antoine Moreau, 45 ans, ancien marchand d'art. Et en 1948, la galerie a soudainement fermé. Antoine Moreau a été arrêté. Son crime ? Vendre des œuvres d'art pillées par les nazis.
Profiteur de guerre. Établir de faux documents de provenance. J'ai trouvé le dossier du tribunal, aux Archives nationales, dans la section des dossiers confidentiels. Moreau, entre 1944 et 1947, avait vendu plus de 200 œuvres volées. Tableaux, sculptures, meubles volés à des familles juives. Il les avait tous fait passer pour légaux. Faux documents, fausse provenance. Les acheteurs étaient pour la plupart des personnes innocentes. Ils ne savaient pas, ils faisaient confiance. Mon grand-père était l'un d'entre eux. Mon cœur s'est arrêté. Le monde a tourné. Ma tête me faisait mal. Mon grand-père, sans le savoir, avait acheté à un criminel, un profiteur de guerre. C'était un acheteur innocent, de bonne foi. Mais le tableau était quand même volé. Il appartenait à la famille Rosenberg. Cette nuit-là, seul chez moi, dans l'obscurité, à la lueur mourante de la cheminée, je me suis demandé : que devais-je faire ? Vous, qu'auriez-vous fait ? Allais-je protéger mon héritage familial, ce tableau qui était dans ma famille depuis 60 ans, le dernier cadeau de mon grand-père, le symbole de mon enfance ? Ou allais-je faire ce qui est juste, restituer l'œuvre volée aux victimes de l'Holocauste à ses propriétaires légitimes ? J'avais 2 fils. Thomas, 42 ans, avocat dans un cabinet réputé à Lyon, intelligent, pragmatique. Marc, 39 ans, gérant de sa propre galerie d'art à Marseille, âme d'artiste, émotionnelle. Je les ai appelés, j'ai demandé une réunion de famille urgente, j'ai expliqué la situation. C'était une conversation longue, difficile. Thomas a dit : « Maman, légalement parlant, ce tableau est chez nous depuis 60 ans. Il y a prescription, la défense de l'acheteur de bonne foi. Nous avons beaucoup de terrain juridique pour nous battre. Ce tableau est notre héritage familial. Papy te l'a confié, protégeons-le. » Marc a dit : « Mais Thomas, la loi n'est pas tout. Maman, si c'est vraiment la propriété de la famille Rosenberg, s'il a été volé à des victimes de l'Holocauste, comment pouvons-nous le garder ? Chaque fois que nous le regarderons, nous verrons cette petite fille, Sarah, cet enfant de 8 ans au visage d'ange. Comment vivre avec cette réalité ? J'étais dans un dilemme. Je n'ai pas dormi pendant des nuits. Je ne pouvais pas prendre ma décision. Ce soir-là, j'ai regardé la photo de Pierre, notre photo de mariage, 1978, mais dans une petite église près de Notre-Dame. Nous deux, jeunes, heureux, utopiques. Pierre en costume blanc, moi en robe de mariée. Nous rions, nous croyons en la vie. « Mon amour, dis-je doucement, j'ai embrassé la photo. Que ferais-tu ? Dis-moi. » Et je connaissais la réponse. Pierre aurait toujours fait ce qui est juste. Il aurait toujours écouté sa conscience. La vérité est éternelle, disait-il. La semaine suivante, j'ai pris une décision. J'allais découvrir la vérité jusqu'au bout. J'allais rechercher la famille Rosenberg. Y avait-il encore quelqu'un en vie ? Des petits-enfants, des parents, des survivants ? J'avais une amie historienne, Dr Sophie Laurent, spécialiste des recherches sur l'Holocauste à l'Université de la Sorbonne, reconnue internationalement, ayant écrit des dizaines de livres. Je l'ai appelée, j'ai expliqué la situation, partagé chaque détail. Sophie, après 2 semaines de recherche intensive dans les archives, de consultation de bases de données, m'a remis un rapport de 50 pages. Je l'ai lu en buvant du café, dans le train, en allant à Paris. Chaque page était comme un poignard dans mon cœur. « Madeleine », dit Sophie dans son bureau. Ses yeux étaient remplis de larmes. Isaac Rosenberg a été arrêté le 22 septembre 1943. Avec sa famille, Rachel, Sarah, David. Ils ont été emmenés au camp de Drancy. 3 jours plus tard, ils ont été mis dans un train, pour Auschwitz. Isaac a été envoyé à la chambre à gaz le lendemain de son arrivée. Il avait 42 ans. C'était un professeur de mathématiques. Il enseignait à la Sorbonne. Rachel est morte 2 jours plus tard. Elle avait 38 ans. C'était une professeure de piano. Sarah avait 8 ans, Madeleine. Elle a été sélectionnée immédiatement à l'arrivée. La sélection du docteur Mengele. Chambre à gaz, le jour même. J'ai pleuré. Là, dans le bureau de Sophie, sans honte, à haute voix, j'ai pleuré. « Mais, dit Sophie, elle me prit la main, mais David a survécu. Il avait 12 ans, il était fort, intelligent. Il a été envoyé dans un camp de travail. En 1945, en janvier, quand l'armée soviétique a libéré le camp, David était encore en vie. Il avait perdu 60 kilos, il était malade, traumatisé, mais en vie. Après-guerre, il a été placé dans un orphelinat.
En 1947, il a émigré en Amérique, à New York. Là, il a terminé le lycée, fait l'université, s'est marié. Il a eu une fille. Donc, mon souffle s'est coupé. Donc, il y a une petite fille? Oui, Madeleine. La fille de David. Son nom? Ruth Rosenberg Goldman. Elle a actuellement 75 ans, vit à New York, professeure d'histoire à la retraite. Et Madeleine, Ruth cherche l'héritage volé de la famille de son père depuis 40 ans. Les œuvres d'art, les meubles, les photos, tout. Elle a intenté de nombreux procès, rencontré de nombreux musées, affronté de nombreux collectionneurs. Elle est très, très déterminée à ce sujet. C'est sa mission de vie. À cet instant, je savais. Ce n'était pas seulement une affaire de tableau. C'était le symbole de tout ce qu'une famille avait perdu. La dernière œuvre regardée par Isaac, le paysage aimé de Rachel, le tableau dont Sarah disait « Les nymphéas sont si beaux, maman », et le dernier souvenir de David, maintenant peut-être mort, je ne savais pas, et Ruth, une femme seule de 75 ans, chaque œuvre qu'elle restitue à sa famille lui permet de récupérer un peu de ce qu'ils ont perdu. Ce soir-là, en rentrant chez moi, dans le métro, le train, en marchant, j'ai décidé. J'allais appeler Ruth Rosenberg Goldman. Je lui dirai la vérité et je ferai tout ce qui était nécessaire pour que le tableau soit rendu. Mais cet appel téléphonique, ce que j'allais apprendre, ce que Ruth allait me raconter, allait tout changer. Il m'a fallu exactement 3 jours pour me préparer à appeler Ruth Rosenberg Goldman. Chaque matin en me réveillant, je disais « Je vais l'appeler aujourd'hui », mais je n'osais pas. Que dirais-je? Comment commencer? Bonjour, je suis une Française de 68 ans et le tableau Monet volé à la famille de votre père par les nazis il y a 82 ans, porté disparu, est chez moi, accroché dans mon salon. Les mots étaient insuffisants, le courage manquait. Mon cœur se brisait. Sophie m'avait donné toutes les informations de Ruth. Numéro de téléphone, email, adresse. New York, Manhattan, Upper West Side, 88e rue. Elle vivait seule dans un appartement. Son mari Benjamin était mort d'un cancer il y a 10 ans. Il n'avait pas eu d'enfant. Ils avaient pensé à l'adoption, mais cela ne s'était pas concrétisé. Seulement elle, l'histoire, les souvenirs, l'héritage de son père et 40 ans de recherche. J'ai fait des recherches sur Ruth sur Internet. Professeure d'histoire à la retraite, elle avait enseigné l'histoire de l'Holocauste pendant 35 ans dans un lycée de Brooklyn. Elle avait donné de nombreuses conférences, patrimoine perdu et justice, restitution des œuvres pillées de la Seconde Guerre mondiale, préserver les mémoires. À chaque conférence, elle avait parlé de sa famille, Isaac, Rachel, Sarah, David. Le 3 avril 2024, mercredi matin, 9h, heure de Paris, 3h du matin à New York. Non, trop tôt, je ne voulais pas déranger son sommeil. Midi, 6h du matin à New York, encore trop tôt. J'ai décidé pour 15h. Ce serait 9h à New York, une heure raisonnable. Mais ces 6 heures ont semblé infinies. Je me suis assise dans mon salon, sur le canapé face au tableau. Les nymphéas me regardaient. Ces reflets de l'eau bleu-vert, l'élégance des fleurs roses et blancs, le pinceau de Monet, la danse de Sarah, le dernier regard d'Isaac, le café du matin de Rachel, tout était là, sur la toile, caché depuis 80 ans, semblait-il. 14h45. 15 minutes restantes. J'ai pris le téléphone dans ma main. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. Mes paumes étaient moites, mon cœur battait follement dans ma poitrine. Je ne pouvais pas respirer. 14h50. 10 minutes. J'ai regardé la photo de Pierre. Mon amour, dis-je doucement. Donne-moi de la force. J'ai fait ce qui est juste, n'est-ce pas? 14h55. 5 minutes. Je me suis levée. J'ai fait les 100 pas. Je me suis assise. Je me suis relevée. 15h. Pile. J'ai pris le téléphone. J'ai composé le numéro. Chaque chiffre, un battement de cœur, une respiration. +1, 212, 555, 08, 47. J'ai terminé. Ça sonne. 1, 2. Peut-être qu'elle ne répondrait pas. Peut-être qu'elle n'était pas chez elle. Peut-être. 3 sonneries. 4. 5.
Puis, Hello? Une voix de femme. Âgée. Mais forte. Déterminée. Accent américain. Mais en dessous autre chose. Un chagrin. Une patience. La fatigue de 40 ans de recherche. Mon souffle s'est coupé. Ma gorge s'est asséchée. Bonjour. I mean hello. Good morning. Is this Ruth Rosenberg Goldman? Une courte pause. Yes. This is Ruth. Who is calling? How did you get this number? Ma voix tremblait. David Rosenberg. About your grandparents. Un long silence. On entendait une respiration au téléphone, rapide, inquiète. Puis, d'une voix plus prudente, My father passed away 2 years ago, in 2022. He was 93. Who are you? What do you want? Les larmes me sont montées aux yeux. David était mort. L'homme à qui j'avais promis était mort. I'm so sorry for your loss, Mrs. Goldman. What I have to tell you is, it's about a painting, a Monet painting, a very specific painting from your grandparents' Paris apartment, from their collection that was stolen in 1943. J'ai entendu un souffle rauque au téléphone. La respiration de Ruth s'était coupée. Puis, presque dans un murmure, Which painting? Tell me which painting. J'ai avalé ma salive. It's called Nymphea à Giverny, Water Lilies at Giverny, oil on canvas, 80 by 60 centimeters, painted circa 1908, gold Baroque frame. It was listed in the Nazi confiscation records from Rue de Passy, number 47, on September 22nd, 1943, stolen from Isaac and Rachel Rosenberg. Un long, très long silence. 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Au téléphone, seulement le bruit de la respiration. Des respirations rapides, irrégulières. Puis d'une voix tremblante, brisée. You found it? Oh my God. Where is it? Which museum has it? Which collector? Les larmes ont coulé le long de mes joues. Mrs. Goldman, it's not in a museum. It's in my living room, in my apartment in Paris. It has been in my family for 60 years. My grandfather, Henri Dubois, bought it in 1945, right after the liberation. He didn't know it was stolen. He bought it from a gallery, Galerie Moreau, that was later discovered to be selling looted art. But now I know the truth, and I'm calling you because Mrs. Goldman, that painting belongs to you. It's your family's, and I want to return it. À cet instant, j'ai entendu un son au téléphone, un cri, un sanglot, un gémissement. Ruth pleurait, à haute voix, sans contrôle. Oh my God, dit-elle. Sa voix s'étouffait dans ses larmes. Oh my God, I've been searching for this painting for 40 years. 40 years. My father told me about it. He remembered it from their apartment in Paris, from before everything. He said it hung in the living room, above the sofa. He said his mother, Rachel, would sit in front of it every morning, drinking her coffee, looking at the water lilies. It was her favorite. She said it reminded her of peace. Ma voix aussi s'est brisée. Mrs. Goldman, I'm so sorry. I'm so sorry your family went through that horror, and I promise you, I will return this painting to you. It's rightfully yours. It should never have been taken. La voix de Ruth était incrédule. You want to return it? Just like that? No lawyers? No lawsuits? No fight? Yes, it's the right thing to do. It's the only thing to do. Des pleurs à nouveau au téléphone. Puis Ruth a dit, Mrs. Dubois, people don't do this. I've fought museums, I've fought collectors, I've spent thousands on lawyers. Everyone says, prove it, sue us, statute of limitations. But you
You're just calling me and saying, "Here, take it back?" Mrs. Goldman, I couldn't live with myself any other way. Every time I look at that painting, I see your family. I see Sarah, your aunt, the 8-year-old girl who died in Auschwitz. How could I keep it? Silence. Puis Ruth, d'une voix douce, You know about Sarah? Yes, I know about all of them. Isaac, Rachel, Sarah, and your father David. I've read the records. I've seen the photographs. I know what happened to them. La voix de Ruth s'est brisée. Mrs. Dubois, can you please send me a photograph of the painting? I need to see it. I need to be absolutely sure. My father described it so many times, but I need to see it with my own eyes. Of course. I'll send it right now. What's your email? Ruth me l'a donné. Ruth Goldman 1949@gmail.com. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement pris des photos du tableau, avec des mains tremblantes sous tous les angles, face, dos, détails de la signature, détails du cadre, angles latéraux. J'ai pris 15 photos. J'ai écrit les mails de Ruth, ajouté les photos. Dear Mrs. Goldman, as promised, please find attached photographs of the Monet painting. I await your confirmation. With deepest respect, Madeleine Dubois. J'ai appuyé sur Envoyer. 10 minutes plus tard, exactement 10 minutes, j'ai compté seconde par seconde, le téléphone a sonné. C'était Ruth. Sa voix était complètement différente, excitée comme une enfant, mais pleurant en même temps. Mrs. Dubois, I just saw the photographs. I opened them and I collapsed. My neighbor had to help me up. It's a one. I recognize everything. That frame. My father described that exact frame, that baroque gold frame with the rose patterns in the corners. And the signature. Monet's signature in the bottom right. And the colors. Oh God, the colors. My father said, Ruth, the water was like emeralds, and the lilies were like pink clouds, and that's exactly what I see. Mrs. Goldman, I'm so happy you recognize it. Recognize it? Mrs. Dubois, you have no idea what this means. My father, he survived Auschwitz. He was 12 years old when he went in, 14 when he came out. He lost his parents, Isaac and Rachel, both gassed on arrival. He lost his baby sister, Sarah. She was 8, blonde hair, blue eyes. She loved to dance. The soldiers separated them at the selection. David tried to hold her hand, but they pulled him away. Sarah was crying, David, David, don't leave me. But he couldn't. He was just a child, and he never saw her again. She went straight to the gas chamber. J'ai pleuré. J'ai pleuré à haute voix. I'm so sorry, I'm so sorry. Ruth a continué, les mots se déversaient, comme si elle les avait accumulés pendant 40 ans et maintenant ils explosaient. My father spent his entire life with survivor's guilt. Why did he leave when Sarah died? Why him? He would wake up screaming, Sarah, Sarah. He became a teacher, taught history in Brooklyn, tried to make sure no one forgets. But he never forgave himself for not protecting his baby sister. And the paintings from their apartment became his obsession. He said, Ruth, if you ever find the paintings, you bring them home, because they're all we have left of them. They're the only proof that Isaac and Rachel had good lives, happy lives, before the Nazis came. Mrs. Goldman, dis-je, ma voix tremblait, I promise you, I will make sure this painting comes home to you. I will do whatever it takes. Thank you so much. I don't have words. You're giving me the chance to fulfill my father's dying wish. His last words to me 2 years ago in the hospital were, Find the paintings, Ruth. Bring them home. And now you're making that possible. Ce jour-là, quand j'ai raccroché, nous avions parlé pendant 90 minutes, la facture de téléphone serait astronomique, mais je m'en fichais. Tout était devenu clair. Je devais restituer ce tableau. Pas seulement une obligation légale, pas seulement un devoir moral, c'était une obligation humaine, pour Sarah,
pour Rachel, pour Isaac, pour David. Ce soir-là, j'ai regardé la photo de Pierre. « Mon amour, dis-je doucement, ai-je bien fait? Tu aurais fait pareil, n'est-ce pas ?» Et j'ai eu l'impression qu'il me répondait, son sourire, son approbation. « Oui, Madeleine, tu fais toujours ce qui est juste. » Mais ensuite, 2 jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le 5 avril, vendredi soir, 19h. L'obscurité était tombée sur Paris, les lampadaires étaient allumés. Je préparais le dîner, une simple omelette, une salade. On a sonné à ma porte. Étrange, je n'attendais personne. Le concierge de l'immeuble. Quand j'ai ouvert la porte, un homme se tenait là. La cinquantaine, grand, costume sombre, visage sérieux. Yeux bleus, cheveux grisonnants. Une mallette à la main. « Madame Madeleine Dubois ?» dit-il, en français, mais avec un étrange accent, un accent allemand. J'étais inquiète. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous ?»« Mon nom est Klaus Weber. Je viens d'Allemagne, de Berlin. Je dois vous parler d'un sujet très important, à propos du tableau Monet, Nymphéra à Giverny. » Je suis restée figée, mon cœur abattu. « Quel tableau Monet? Qui vous l'a dit? Qui êtes-vous » Klaus a souri gentiment, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « S'il vous plaît, madame, puis-je entrer? J'ai beaucoup de choses à expliquer. Je vous promets, je ne suis pas venue pour vous nuire. Au contraire, je suis venue pour vous aider. » J'ai hésité. Un homme inconnu, dans l'obscurité du soir, voulant parler du tableau Monet. Mais mon instinct, cet instinct de 68 ans de connaissance humaine, me disait que cet homme n'était pas dangereux. « D'accord, entrez, mais je laisse la porte ouverte. » Klaus est entré, nous sommes passés au salon. Il a regardé le mur vide, l'endroit où les nymphéas étaient accrochés. « Donc c'est ici, » dit-il doucement. « Après 81 ans, c'est donc ici. »« Comment savez-vous? Qui êtes-vous » Klaus s'est assis, je me suis assise en face de lui. Il a sorti un épais dossier de sa mallette. Vieux documents, photos, rapports. « Madame Dubois, » dit-il. Sa voix était sérieuse mais douce. « Je suis un historien d'art allemand, mais ce n'est pas seulement mon métier, c'est aussi ma mission de vie, parce que ma famille, pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le régime nazi, a commis des crimes terribles. Mon grand-père, Heinrich Weber, était un officier SS et il était en poste à Paris de 1940 à 1944. Et son travail était de voler des œuvres d'art aux familles juives. IRR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, l'unité de pillage d'art des nazis. Mon grand-père y travaillait. Mon souffle s'est coupé. Donc votre grand-père ? Oui, madame, mon grand-père était l'un des hommes qui ont volé vos nymphéas. Le 22 septembre 1943, 47 rue de Passy, la famille Rosenberg. Mon grand-père était dans cette maison. Il a écrit le rapport, j'ai les documents. Ils ont arrêté Isaac et Rachel Rosenberg, envoyé Sarah et David à Drancy, et puis ils ont saisi tout ce qu'il y avait dans la maison. Les tableaux, 12 au total, Monet, Pissarro, Renoir, les meubles, l'argenterie, les livres, le piano, ils ont même pris le piano de Rachel. Ils ont tout chargé dans des camions. Et ces œuvres, certaines sont allées en Allemagne, d'autres sont restées à Paris, ont été vendues au marché noir après-guerre. Elles sont allées à la Galerie Moreau, et de là, votre grand-père les a achetées. J'étais choquée. Les mots se sont noués dans ma gorge. Mais vous, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi me racontez-vous cela? Klaus a pris une profonde inspiration. Il y avait une profonde douleur dans ses yeux, la douleur des générations. Parce que, madame, je fais face au passé de ma famille. Depuis 25 ans, je trouve, recherche, restitue les œuvres volées par mon grand-père à leur véritable propriétaire. C'est ma mission de vie, faire tout ce que je peux pour réparer les crimes de ma famille. J'ai restitué 247 œuvres jusqu'à présent, tableaux, sculptures, livres, Torah. Dans chacune, une famille, une perte, un traumatisme. Et dans chacune, un peu de justice. Mais Klaus, excusez-moi, monsieur Weber, mais ce n'est pas votre faute. Vous n'étiez même pas né à l'époque. Klaus a souri, mais c'était un sourire amer. C'est vrai, madame, je suis né en 1970, 25 ans après la guerre. Mais il y a les péchés de mon grand-père, et en Allemagne, il y a un dicton.
Die Sünden der Väter besuchen die Söhne. Les péchés des pères visitent les fils. Je porte le poids de ces péchés, et je travaille pour alléger ce poids. Mais pourquoi? Pourquoi faites-vous cela depuis 25 ans? Klaus a fermé les yeux. Il est resté silencieux un moment. Puis, lentement, parce qu'en 1999, quand j'avais 29 ans, une femme juive m'a trouvé. Son nom était Esther Lévy. C'était une survivante d'Auschwitz. Son numéro était tatoué sur son bras, A7394. Son père et sa mère avaient vécu à Paris, avaient été déportés en 1942, et l'une des œuvres volées de leur maison avait été trouvée dans le grenier de ma famille, un tableau de Chagall. Esther m'a trouvé, a frappé à ma porte, exactement comme moi maintenant à la vôtre, et m'a dit « Votre grand-père a le sang de ma mère sur les mains. Votre grand-père n'avait pas de conscience, mais vous, si. Et vous, en faisant ce qui est juste, vous n'effacerez peut-être pas ces crimes, mais vous les allégez. Vous montrez aux générations futures qu'être allemand ne signifie pas seulement Hitler. Être allemand peut aussi signifier responsabilité. C'est l'histoire de notre famille. Marc vient aussi. Nous irons tous les trois ensemble, parce que ce sera le moment d'honneur de la famille Dubois. » Et ce jour-là, en regardant dans les yeux d'Esther, j'ai décidé. Je ne peux pas changer le passé. Je ne peux pas annuler ce que mon grand-père a fait. Mais je peux corriger l'avenir. Chaque œuvre que je restitue est un petit morceau de justice. Et peut-être un jour, après avoir restitué des centaines d'œuvres, je pourrais me regarder dans le miroir et dire « Klaus, tu as rendu le nom Weber honorable. » J'ai pris sa main. Mes yeux se sont remplis de larmes. « Klaus, vous êtes un homme incroyablement courageux et noble. » « Non, madame, courageuse, c'est vous. J'ai parlé avec Ruth Rosenberg Goldman. Elle m'a dit que vous l'aviez appelée, que vous vouliez rendre le tableau. Vous, sans que personne ne vous force, sans procès, de votre propre volonté, de votre propre conscience, vous avez pris cette décision. C'est très, très rare. La plupart des gens se battent, engagent des avocats, disent « je suis un acheteur de bonne foi ». Mais vous avez simplement dit « ce n'est pas juste, je vais le rendre ». Voilà la vraie noblesse. Alors Klaus, pourquoi êtes-vous venu? Juste pour me rencontrer? Non, madame, je suis venue pour vous aider, parce que ce processus de restitution est complexe. Il y a des procédures légales, des accords internationaux, des documents douaniers, des assurances, des permis de transport, des certificats de musée. Restituer une œuvre volée de France vers les États-Unis, ce n'est pas simplement l'emballer et l'envoyer. Cela doit passer par des canaux officiels. Et je fais cela depuis 25 ans. Je veux être votre guide, votre conseiller, gratuitement, juste pour que ce qui est juste soit fait. À cet instant, j'ai compris. Klaus n'était pas un ennemi, c'était un allié. Même plus, c'était un ami, un compagnon de route, un compagnon de conscience. Klaus, dis-je, j'accepte. Merci pour votre aide. Et ainsi, un partenariat inattendu a commencé. Klaus et moi, dans les semaines suivantes, nous avons parlé chaque jour, rassemblé les documents, géré les processus. Nous avons tout organisé dans les semaines suivantes. Ministère français de la Culture, demande de restitution d'œuvres pillées par les nazis. Le ministère a examiné le dossier, approuvé. Permis de transfert international, assurance de 2 millions d'euros, société de transport sécurisé, documents douaniers, protocole de remise officielle à Ruth, tout était prêt. Mais ensuite, mes fils ont découvert Klaus, et Thomas était très, très en colère. Mais après 3 jours, Thomas a appelé. Sa voix était calme. « Maman, je suis désolée, j'étais en colère par peur, la peur de te perdre. Mais j'ai réfléchi, je me suis souvenu de papa. Il aurait fait pareil. Tu as raison, ce tableau appartient à Ruth. » Merci Thomas. « Mais j'ai une condition, maman. » Mon cœur a battu. Quelle condition? Je veux venir avec toi, à New York, quand tu remettras le tableau à Ruth, parce que ce n'est pas seulement ton histoire, c'est aussi l'histoire de notre famille. 2 semaines plus tard, le 1er mai 2024, tous les documents légaux étaient prêts. Klaus avait tout organisé. Parfait, méticuleux, impeccable. Approbation du ministère français de la Culture, autorisation des douanes américaines, certificat de la Commission du patrimoine de New York, assurance de 2 millions d'euros,
société de transport sécurisée spéciale. Tout était en place. Et le 5 mai 2024, dimanche matin, Thomas, Marc, Klaus et moi, nous nous sommes retrouvés à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, terminal 2E. Dans ma main, pas vraiment dans ma main, mais dans une boîte de transport spéciale, climatisée, anti-vibration, avec GPS, Nymphéa à Giverny. Pendant le vol de 8 heures, en classe affaires, Klaus avait insisté, pour une mission aussi importante, vous devez être à l'aise, j'ai gardé le colis à côté de moi. Je n'ai pas dormi, je n'ai pas mangé. J'ai juste protégé, aimé le colis. Par la fenêtre de l'avion, j'ai regardé l'océan Atlantique, bleu, infini, profond. Et j'ai pensé, cette eau, il y a 81 ans, avait transporté David de l'Europe vers l'Amérique. Un navire de réfugiés, 1947, un enfant seul, traumatisé, orphelin. Et maintenant moi, au-dessus du même océan, je transportais le dernier souvenir de sa famille. Le cercle se fermait. Aéroport JFK à New York, 14 heures. Nous sommes passés par la douane, Klaus avait tout arrangé, sans problème. Dans le hall des arrivées, j'ai cherché les visages qui attendaient. Et je l'ai vu. Ruth Rosenberg-Goldman, 75 ans, cheveux blancs, coupés courts, soignés, visage ridé, petite stature. Mais il y avait une telle lumière dans ses yeux. Elle portait une veste violette, tenait un bouquet de roses blanches. Quand elle m'a vue, elle a couru. Une femme de 75 ans qui court. Lent, équilibré, mais déterminé. Et elle m'a serrée dans ses bras. « Mrs. Dubois, dit-elle, sa voix tremblait. « You came. You really, really came. I thought maybe you'd change your mind. » Je l'ai serrée dans mes bras. « I promised, Ruth. I never break my promises. » Ruth a vu le colis, cette grande boîte blanche climatisée. Elle a tremblé. Elle a posé sa main sur la boîte, comme si elle pouvait sentir ce qu'il y avait à l'intérieur. « Is that? Yes, Ruth. Your family's painting. Sarah's water lilies. Rachel's morning coffee view. Isaac's pride. David's memory. » À cet instant, Ruth s'est effondrée, sur ses genoux, là, au milieu de l'aéroport, parmi des centaines de passagers. Elle a pleuré. Elle a sangloté à haute voix, sans contrôle. « Papa, dit-elle, en regardant vers le ciel. « Papa, I did it. I kept my promise. I brought them home. They're home, Papa. They're finally home. » J'ai pleuré aussi. Thomas a pleuré. Cet avocat sévère, les larmes coulaient de ses yeux. Marc a pleuré. Klaus a pleuré le plus, car pour lui ce n'était pas seulement une restitution, c'était une expiation. À l'aéroport, des centaines de personnes nous regardaient. Certains ont pris des photos, certains ont applaudi. Un vieil homme s'est approché de nous, a dit « God bless you ». Dans l'appartement de Ruth, ce bel appartement de l'Upper West Side, au plafond, parquet, plein de livres, nous avons ouvert le tableau. Nous avons soigneusement retiré les 3 couches d'emballage protecteur. Et finalement, là, après 81 ans, Nymphéa à Giverny était dans la maison de Ruth. Quand Ruth a vu le tableau, elle a tendu la main, a touché la toile. Ses doigts ont suivi les coups de pinceau, le pinceau de Monet, ce jour d'été en 1908, ces moments de bonheur dans le jardin de Giverny. « It's perfect », dit-elle. Elle souriait, mais pleurait aussi. « It's exactly as Papa described. Look, see those pink lilies in the corner? Papa said Sarah loved those. She said they looked like fairy dresses. » Puis Ruth a fait quelque chose. Elle s'est penchée, a embrassé le tableau, a pressé ses lèvres contre la toile. « Welcome home », murmura-t-elle. « Welcome home, my darlings. You're safe now. You're home. » Ce jour-là, dans le salon de Ruth, le tableau était maintenant accroché au mur, exactement où il devait être. Nous avons tous mangé ensemble. Ruth a raconté des histoires, apporté des albums photos. Et elle a montré une photo. 1942, le salon de la famille Rosenberg à Paris, 47 rue de Passy. Photo noir et blanc, un peu floue mais visible. En arrière-plan, au mur, au-dessus de la cheminée, Nymphéa à Giverny était accrochée. Et devant, sur le canapé, Isaac et Rachel assis, buvant du café. Sur le sol, sur le tapis, Sarah et David jouaient. En rentrant à Paris, le 7 mai, mardi soir, je suis entrée chez moi. Le salon était vide. Les Nymphéas n'y étaient plus. Un rectangle de couleur claire au mur. Ils avaient été accrochés là pendant 60 ans.
la couleur de la peinture avait changé. La première nuit, j'ai regardé ce mur vide. Était-ce Une destruction? Une perte? Non. C'était une victoire, car ce tableau était maintenant au bon endroit. J'avais apaisé l'âme de Sarah, j'avais honoré le café de Rachel, j'avais restauré l'honneur d'Isaac, j'avais accompli le dernier souhait de David. Je n'ai pas laissé le mur vide. À la place, j'ai accroché quelque chose que Ruth m'avait envoyé. L'agrandissement de la photo de 1942. La famille Rosenberg heureuse chez eux. En dessous, une note écrite à la main par Ruth. To Madeleine, the woman who gave us back our history. With eternal gratitude, Ruth Rosenberg Goldman, May 2024. Et chaque matin, je prends mon petit déjeuner en regardant cette photo. Le sourire de Sarah, l'élégance de Rachel, la noblesse d'Isaac, la résilience de David. Tout est là. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Car Ruth, 2 semaines plus tard, m'a appelée. Et ce qu'elle a dit allait tout changer à nouveau. Madeleine, dit-elle, je dois te dire quelque chose. Un secret. Mon père, avant de mourir, m'a confié quelque chose. Et ce secret concerne ta famille. Mon cœur a battu. Quel secret, Ruth? Je ne peux pas l'expliquer au téléphone. Mais Madeleine, ton grand-père, le jour où il a acheté ce tableau, ce jour-là, autre chose s'est passée. Et quand tu l'apprendras, tu verras tout différemment. Depuis que Ruth avait dit « Le jour où ton grand-père a acheté ce tableau, autre chose s'est passé », exactement 5 jours s'étaient écoulés. 5 jours, 5 nuits. Pas de sommeil, pas de paix, seulement des questions. Le 10 mai 2024, vendredi matin, 8h30, par un matin pluvieux et brumeux à Paris, Ruth m'a rappelé. « Madeleine, dit-elle, sa voix était excitée, mais aussi douce. Je t'ai envoyé un colis, FedEx, Express International, assuré. Il devrait arriver demain samedi matin, probablement entre 9h et 10h. Ouvre ce colis, lis tout ce qu'il contient. Lis lentement, ne te presse pas, puis appelle-moi. Parce que cette histoire est beaucoup, beaucoup plus profonde que tu ne le sais, que tu ne l'imagines. » Le lendemain matin, samedi, 11 mai, 9h15 exactement 9h15, car j'ai regardé l'horloge murale et je m'en souviendrai toujours, on a frappé à ma porte. Toc toc toc, 3 coups forts. J'ai couru à la porte. Courrier FedEx. Un jeune homme tenant un grand colis, étiquette internationale, New York, USA. Madame Madeleine Dubois? Oui, c'est moi. J'étais à bout de souffle. Signature, s'il vous plaît. D'une main tremblante, j'ai signé. Le courrier m'a donné le colis, il était lourd, j'ai failli le laisser tomber. Attention, madame, il est marqué contenu fragile. J'ai fermé la porte, apporté le colis au salon, l'ai posé sur la table. Il était là, carton marron, ruban, étiquette. Et moi, devant, je le regardais. Je l'ai ouvert, j'ai coupé les rubans, ciseaux, lentement, prudemment. À l'intérieur, du matériau de protection, mousse, et en dessous, une petite boîte, carton dur, d'aspect ancien. J'ai sorti la boîte. Sur elle, l'écriture de Ruth. To Madeleine, with love and gratitude. Ruth. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, un vieux cahier. Couverture en cuir, usée, coin cassé, couleur délavée. Autrefois marron, maintenant presque noir. Sur la couverture en lettres dorées, décolorée mais lisible, David Rosenberg, journal personnel, 1945-1946. J'ai pris le cahier dans mes mains. Il était si léger, 100 pages peut-être, papier fin. Mais son poids était immense, car c'étaient les mots d'une victime de l'Holocauste, d'un enfant orphelin, d'un témoin vivant. J'ai ouvert la première page. L'écriture, une écriture d'enfant, pas soignée mais lisible, stylo à encre. 15 août 1945, Paris, France. Aujourd'hui, je suis rentrée à Paris, 2 ans plus tard, mais Paris n'est plus mon Paris. Tout a l'air pareil, la Tour Eiffel, Notre-Dame, la Seine, mais tout a changé. Notre maison est partie, d'autres y habitent. Maman est partie, papa est parti, Sarah est partie. Je suis seule, 14 ans, orphelin, seule, comme un fantôme. J'ai continué à lire, les mains tremblantes, tournant les pages. David avait tenu un journal, chaque jour, parfois 2 fois par jour, écrivant ses sentiments, ses souvenirs, ses peurs, ses espoirs. Et puis j'ai trouvé. 25 août 1945.
Aujourd'hui, un homme étrange m'a trouvé. Il est venu à l'orphelinat, voulait me parler. Son nom est Henri Dubois. D'âge moyen, calme, un homme gentil. Il était directeur de musée, travaillait au musée Carnavalet. Il m'a dit « David, je connais l'histoire de ta famille. 47 rue de Passy, Isaac et Rachel Rosenberg. Et toi, tu es le grand frère de Sarah. » Quand il a dit le nom de Sarah, j'ai commencé à pleurer. Il m'a serré dans ses bras. Un homme inconnu, mais il m'a serré dans ses bras. Et il a dit « David, je cherche les tableaux de ta famille. J'essaie de les trouver. Les œuvres volées. Les œuvres d'art prises aux familles juives. Si je les trouve, je te les donnerai, parce qu'ils appartiennent à ta famille, et je veux faire ce qui est juste. » Je suis restée figée. Mon grand-père avait trouvé David, avait parlé avec David, avait embrassé David. Avec excitation, sans respirer, j'ai tourné les pages. 30 août 1945. Henri m'a dit « David, le tableau Monet, Nymphéa de Giverny. Il est en vente à la Galerie Moreau. » Il a dit « David, je peux acheter le tableau, mais je n'ai pas d'argent. Le musée ne donne pas d'argent. La galerie demande 50 000 francs, beaucoup d'argent. Mais moi, j'économiserai sur mon salaire, mon propre argent, mais je l'utiliserai, parce que ce tableau est à ta famille, et je veux le protéger. Je vais l'acheter, l'accrocher chez moi, le garder. Et un jour, quand il sera grand, quand il sera prêt, tu reviendras, et je te le donnerai. Parce que c'est tant bien, David. Le souvenir de ta mère, de ton père, de Sarah. Les larmes ont coulé sur la page. J'ai rapidement essuyé. Je ne devais pas brouiller l'encre. Et puis la dernière page. 10 septembre 1945. Aujourd'hui, j'ai vu Henri pour la dernière fois. Je pars en Amérique. Programme de transport des orphelins, organisation de secours juifs. Je vais émigrer à New York. Nouvelle vie, nouveau départ. Henri m'a emmené à la gare du Nord, m'a mis dans le train. Nous avons parlé une dernière fois. Henri a dit « David, va en Amérique. Deviens fort, grandis, guéris. Étudie, trouve un métier, marie-toi, aie des enfants. Vis, David. Vis pour Isaac et Rachel et Sarah. S'ils ne sont pas morts, toi vis. Et un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, reviens certainement. Trouve-moi, je t'attendrai. Le tableau est à toi. Ma parole est ma parole. » J'ai pleuré. Un enfant de 14 ans, dans le train, seul, plein de peur. Henri m'a serré dans ses bras, fort, une étreinte paternelle. Il a dit « Tu es un enfant fort, David. Tu as survécu à Auschwitz, c'est de la force. Maintenant tu vas vivre en Amérique, c'est aussi de la force. La mémoire de ta famille vit en toi, en elle, dans chaque souvenir, chaque moment. Et les nymphéas de Monet, ils attendent aussi, pour toi. » J'ai serré le cahier contre ma poitrine. J'ai pleuré, sangloté, crié. « Papy !» ai-je crié, au vide, au mur, au ciel. « Papy, pardonne-moi, je t'ai mal compris. Je pensais que tu étais un voleur. Mais toi, tu étais un héros. Tu as aidé David. Tu as donné 6 mois de salaire. Tu étais un protecteur. » J'ai immédiatement appelé Ruth. Les mains tremblaient. J'ai eu du mal à composer le numéro. « Ruth, Ruth !» je criais presque. « J'ai lu, tout. Mon grand-père, il n'a pas volé. Il essayait de protéger. Il a promis à ton père. Il a donné 6 mois de salaire. Il... » Ruth pleurait au téléphone. Sa voix se brisait. « Oui, Madeleine. Oui, oui. Mon père m'avait tout raconté. J'ai lu le journal il y a 10 ans, mais je ne te l'ai pas dit. Parce que je voulais que tu le voies de tes propres yeux, que tu le tiennes de tes propres mains, que tu le sentes avec ton propre cœur.
Henri Dubois était un homme bon, Madeleine. Il n'a pas acheté de biens volés. Il a essayé de sauver un enfant orphelin traumatisé. Il a donné son propre argent. Il a fait ce qui était juste, il y a 80 ans. En pleurant, j'ai demandé « Mais ensuite, que s'est-il passé, Ruth? Pourquoi n'a-t-il pas donné le tableau à ton père? Pourquoi, quand il est mort en 1960, n'a-t-il pas écrit dans son testament? Pourquoi ?» La voix de Ruth se brisait, les larmes ont étouffé ses mots. « Parce que mon père n'est jamais revenu, Madeleine. En 1946, il est parti en Amérique, et il n'a jamais pu revenir. Il était trop traumatisé. La France, Paris, chaque coin avait des souvenirs, de mauvais souvenirs. La voix de Sarah, le son du piano de maman, les rires de papa, c'était trop douloureux. Et les années ont passé. Les années 50, 60, 70. Mon père s'est marié en 1955, m'a eu en 1949. Attends, non, il s'est marié en 48, je suis née en 49. Il a construit une vie à Brooklyn. Il est devenu professeur. Mais il ne pouvait pas retourner à Paris. Psychologiquement, il ne pouvait pas. Et en 1960, Henri Dubois est mort. Quand mon père a entendu la nouvelle, il l'a lue dans un journal français, un vieil ami le lui avait envoyé, il était très, très triste. Il a pleuré pendant des semaines. Henri Dubois est mort, et je ne suis pas revenue. Je n'ai pas tenu ma parole. Il m'a attendue, mais je n'y suis pas allée, disait-il. Mais c'était trop tard. Henri était mort, le tableau était considéré comme perdu, l'histoire était terminée. Ce soir-là, j'ai lu la lettre de Henri. Le téléphone a sonné encore. C'était Ruth. « Madeleine, dit-elle, dans l'enveloppe du colis, il y avait autre chose, une petite feuille de papier, avec l'écriture de mon père, des années 1990, je pense. Je ne te l'avais pas encore envoyée, mais maintenant, je vais te l'envoyer. Elle arrivera demain. » Le lendemain, le 18 septembre, cette note est arrivée, par email, scannée. L'écriture de David, l'écriture tremblante d'un vieil homme. À Henri, aujourd'hui, 14 septembre 1989. Je suis David Rosenberg, j'ai 58 ans. Et aujourd'hui, 44 ans plus tard, je suis enfin venu à Paris. Je suis allé au cimetière du Père-Lachaise. J'ai trouvé ta tombe. Henri Dubois, 1885-1960, était écrit sur la pierre. Je me suis tenue devant ta tombe. J'ai mis des fleurs et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que je suis arrivée trop tard. Tu es mort en 1960. Je suis venue en 1989. 29 ans trop tard. Henri, tu as fait ce que tu as promis. Tu as attendu 15 ans. Mais je t'ai promis. Je reviendrai. Et je n'ai pas tenu parole. Pardonne-moi, Henri. S'il te plaît, pardonne. Maintenant, j'ai pris une décision. Si un jour, dans 10 ans, dans 20 ans, même après la mort, ce tableau est trouvé, je serai prêt. Ma famille sera prête. Et ta mémoire sera honorée. Parce que tu étais un homme bon, Henri. Tu étais un héros. Et je ne t'oublierai jamais. Repose en paix, mon ami. David Rosenberg. 14 septembre 1989. Quand j'ai lu cette note, en imaginant David pleurant sur la tombe de Henri, j'ai compris. Cette histoire n'était pas seulement mon histoire. C'était l'histoire de deux hommes, Henri et David. C'était l'histoire de deux promesses. Je te le donnerai et je reviendrai. Deux promesses non tenues pendant 30 ans. Mais moi, 64 ans plus tard, j'ai tenu les deux promesses. J'ai apporté justice aux deux hommes. Et maintenant, à vous, oui vous, qui avez regardé les 4 chapitres, qui êtes arrivés à la fin de cette histoire, je veux dire mes derniers mots. Cette histoire que j'ai commencé à raconter, je pensais qu'elle concernait seulement un tableau. Mais maintenant je sais. Ce n'est pas une histoire de tableau. C'est une histoire de promesse, une histoire de justice, une histoire de mémoire. C'est l'histoire de Henri, un homme qui a donné 6 mois de salaire, attendu 15 ans, se souvenant même en mourant. C'est l'histoire de David, un enfant qui a survécu à Auschwitz, perdu sa famille, mais n'a pas perdu sa foi en l'humanité. C'est l'histoire de Ruth, une femme qui a cherché l'héritage de son père pendant 40 ans, sans jamais abandonner. C'est mon histoire, une grand-mère qui a appris la vérité à 68 ans, refusé 2 millions d'euros, choisi sa conscience. Et peut-être
peut-être sera-ce aussi votre histoire. Parce que chacun de nous a chez lui un tableau, un bijou, un objet. Et peut-être ne connaissons-nous pas la vraie histoire de cet objet. Peut-être lui aussi, autrefois, appartenait à quelqu'un d'autre, à une autre famille, à une autre douleur. Vous, que ferez-vous? Fermerez-vous les yeux? Où chercherez-vous? Maintenant, j'ai une requête pour vous. Aimez cette vidéo. Pas seulement pour moi, pour Henri, pour David, pour Sarah, pour Isaac et Rachel, pour 23 familles, pour que leurs histoires ne soient pas oubliées. Abonnez-vous à la chaîne Histoire de Madeleine, parce que je raconterai plus d'histoires vraies, plus de justice, plus d'espoir. Écrivez-moi dans les commentaires. Cette histoire vous a-t-elle fait pleurer? À la place de Henri, qu'auriez-vous fait? Quelles questions non posées y a-t-il dans votre famille? Avez-vous regardé les 4 chapitres? Écrivez 4 regardez. Voyons combien sont allés jusqu'au bout. Partagez. Partagez cette histoire. Peut-être un autre David, un autre Ruth, un autre Madeleine entendra cette histoire, et peut-être une autre œuvre perdue sera retrouvée. Épilogue. 1 an plus tard. Septembre 2025. Exactement 1 an s'est écoulé. Ruth et moi parlons maintenant chaque semaine, en visioconférence, une New-Yorkaise de 75 ans avec une Parisienne de 69 ans, buvant nos cafés en discutant. Nous ne sommes plus les 2 femmes de l'affaire du tableau, nous sommes amies, presque comme des sœurs. Klaus, le mois dernier, a restitué sa 250e œuvre, à Hambourg, à une famille juive, un tableau de Chagall. L'exposition des Archives nationales, Héros oubliés, a duré 6 mois. Plus de 500 000 visiteurs sont venus. C'est maintenant une collection permanente. Le coin de Henri Dubois, toujours là, dans la mémoire de la France, dans son histoire. Et moi, j'ai 69 ans maintenant. Mes cheveux sont plus blancs, je suis peut-être plus lente. Mais chaque matin, je lis la lettre de Henri, encadrée, dans ma chambre, au mur. Je suis fière de toi, Madeleine.